L'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 119. Au sommaire, pour ne pas oublier le documentaire La Purge LGBT, la sombre histoire en version plus longue pour les salles de cinéma. Est-ce la fin du mariage pour tous aux États-Unis? Ben non! Et des avancées pour les droits queer en Europe. Et puis on va finir avec une entrevue avec la première reine de Drag Race France, Paloma. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Pendant près de 40 ans, plus de 40 ans, la fonction publique, la GRC et l'armée canadienne ont mené une purge, la purge LGBT, renvoyant près de 9000 personnes sous de fausses allégations de risque de sécurité parce que elles étaient des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Un documentaire poignant sur cette sombre période est maintenant disponible en version de 75 minutes. Il a été présenté lors de Cinémania ici à Montréal. Nous faisons le point donc sur cet héritage historique et le devoir de mémoire, notamment avec les monuments commémoratifs aussi qui se font ici au Canada et ailleurs dans le monde. Alors, pour vraiment parler de tout ça, quelqu'un qui est très près de l'histoire, elle s'appelle Martine Roy, ex-militaire et victime de la purge, qui préside aujourd'hui le Fonds Purge LGBT. Martine Roy, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, on est content de te recevoir, Martine. 75 minutes, là, donc, pour ce documentaire. Qu'est-ce qui a été ajouté dans cette histoire? Bien, il y a plusieurs choses qui étaient ajoutées, comme des mises en scène et tout ça. Tu sais, c'est quand même 20 minutes de plus, car cette histoire, elle pourrait se raconter tellement longtemps, parce que tu as tellement de gens, tu as au-dessus de 9000 personnes qui ont vécu ça, puis on en découvre à chaque jour d'autres. Donc, je pense que c'est important de raconter cette histoire. J'étais très fière que ce soit à Cinémania, honnêtement. Pour moi, c'est un festival qui est vraiment de pointe. Et ça a été une belle présentation malgré tout le transport collectif qui était en grève. Alors oui. ça a compliqué les choses un peu sur la présentation samedi, mais on a quand même eu une centaine de personnes qui sont venues. Puis, c'est pour moi, il y a comme une saveur qui a été rajoutée. Tu sais, en 52 minutes, sur moi, tu es capable de raconter. Mais si tu rajoutes 20 minutes, on est capable d'en raconter beaucoup plus. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir le voir. Tu sais, c'est plus comme un modèle pour un film au lieu d'une émission. Tout à fait. Le documentaire met en lumière des techniques d'interrogatoire agressives, on pourrait même dire dignes du KGB en Russie. Toi-même, Martine, je me permets de te tuer parce qu'on se connaît depuis longtemps. Toi-même, tu as été interrogée pendant des heures. C'est quel sentiment le plus fort là, quand tu revois cette histoire-là maintenant sur le grand écran? Moi, j'ai toujours de la misère. J'ai toujours de la misère à me revoir, surtout que je suis... je pleure, je suis vraiment affectée. Puis pour moi, ça m'affecte encore à chaque jour. En fois, je l'ai revu, puis je reste toujours assis dans ma chaise, je me revois, je retourne en arrière. Puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est... Parce que moi, j'ai jamais pensé qu'un jour, on en parlerait, parce que tout le monde s'était dessus pendant 30 ans. Personne parlait de ça, même si on enlevait la politique, personne n'a parlé de qu'est-ce qu'on a fait aux gens pendant que la politique était là et comment qu'on les a arrêtés, on les a, tu sais, je veux dire, on les a surveillés, on les a accusés, on les a fait traiter, on a essayé de réhabiliter les gens, on a même fait de l'électrochoc. On avait même inventé une machine qui s'appelle le Fruit Machine, qui était pour voir qui était gay, qui était pas gay. Alors, tu sais, ça ramène à toutes ces histoires-là, mais moi, qu'est-ce que je pense toujours, là, Denis Martin, c'est que tant que tu n'en parles pas, tu ne pourras pas le changer. Et là, on parle pas d'une histoire il y a longtemps, parce que d'abord, vous n'êtes pas si vieille que ça, Martine, non? Mais on parle de quelque chose qui s'est passé jusque dans les années 90.
92, puis même ça a perduré après quand on dit la politique, parce que c'est pas tout le monde qui avait été mis au courant, parce qu'il avait été tellement discret en l'enlevant que ça a perduré jusqu'en 96. Mais c'est un peu fou quand tu y penses qu'en 1969, on a dit on décriminalise l'homosexualité, mais pendant 23 ans, on a continué dans la maison, dans le plus gros employeur au Canada, qui est la fonction publique, la GRC, l'armée canadienne. C'est ça que moi, j'avais beaucoup de misère à comprendre, ça. Pourquoi, d'un côté, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai joint les forces armées, j'ai jamais pensé que je serais arrêtée pour homosexualité, parce que pour moi, c'était pas criminel. C'était décriminalisé. C'est quand même incroyable. Quand on regarde ça en 2025, là, c'est pas si longtemps. Rapidement, donc la purge LGBT, il y a quand même eu une poursuite qui a été intentée. Il y a eu une espèce de... Il y a eu une entente, il y a de l'argent là-dedans, il y a eu les excuses de Justin Trudeau, on se rappellera, il y a eu de l'argent aussi qui a été mis, et ça, c'est pour aider les personnes qui ont vécu ces traumatismes-là à se remettre et à reprendre leur vie aussi. Oui, il y a eu un recours collectif qui a été fait en 2016, qui a été déposé en 2016, qui a été réglé en 11 mois, qui est un record, pour 145 millions. Puis il y a 110 millions qui sont étalés aux victimes. Mais comme tu comprends, tu en as beaucoup qui sont décédés. On ne pouvait pas donner à ceux qui étaient décédés ou à leur famille. On a eu un fonds avec des missions. La première, c'est de construire un monument à Ottawa qu'on est justement en train de construire. Puis vraiment, c'est tellement excitant parce que ça monte tranquillement. J'ai vu des photos hier, justement. Parlons-en, Martine, parce que ça faisait partie des sujets dont je voulais parler avec toi. On est rendu où avec ce monument à Ottawa? Mais il monte tranquillement. Même les lampadaires ont été installés, tous les trottoirs sont en train de faire le cercle au milieu. Les gros panneaux qui vont faire le gros module là, de 11 mètres de haut est en train de se construire justement au Manitoba. Alors, dès que c'est fini d'être construit, ça va être envoyé ici. Puis là, ils vont pouvoir commencer à monter la structure avec tout l'effet des boules miroirs à l'intérieur. C'est très excitant. C'est pour août 2026. Wow, on a hâte de voir ça. Bon, on disait donc qu'il y avait 145 millions, 110 millions qui étaient prévus pour les personnes qui ont subi ces traumatismes-là. Et il y a de l'argent donc qui est prévu outre pour ce monument. Il y a aussi d'autres financements auxquels vous participez. Ben oui, on a, avec ces fonds-là, premièrement, on les a investis pour faire des intérêts, pour pouvoir en redonner à la communauté. On a même donné de l'argent à Corps Fantôme, la pièce de théâtre que tu as vue. On a donné des fonds à Cinémania pour la purge. On essaie d'aider différents organismes avec un peu d'argent qu'on a. Mais les gros projets, c'est qu'on a une exposition qui s'appelle L'amour dans un temps dangereux, qui est au Musée des droits humains à Winnipeg, mais qui s'en vient ici, à Montréal. Elle va être à Montréal en 2027. Elle va ouvrir un musée à Montréal. Wow. Donc, c'est très excitant, ça aussi, parce qu'on va pouvoir la voir même avant Ottawa. Pour moi, je suis bien contente que ça puisse s'en venir à Montréal. Et puis, on a fait une médaille qui a été remise à tous les gens qui ont vécu la purge, qu'ils soient civils, militaires ou de la GRC. Et après, on a fait un état des lieux de toute la fonction publique, le GRC et l'armée, avec des recommandations qui sont en train de se faire mettre justement en place, le département de la culture dans l'armée, puis tous ces changements-là parce qu'il faut continuer. C'est pas juste une question de parler du passé, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer qu'on ne retourne pas là. Puis aussi qu'on ait une armée, des militaires qui soient heureux, en santé, qui aient un bon climat de travail, puis une belle culture. Puis je pense que c'est notre responsabilité, nous autres, en tant que civils, c'est pas juste les appeler quand il y a un déluge ou il y a des feux, mais c'est de aussi les encourager. Je trouve ça très important. Martine, il y a le roi Charles a inauguré récemment un monument similaire au Royaume-Uni. Réaction? Moi, j'étais impressionnée parce que, tu sais, on a aidé, justement, à Londres, tu avais Lord Etherton qui était là, qui est décédé depuis, mais qui était venu à nous au fond de la purge pour avoir des recommandations, comment qu'on avait réussi à faire le recours collectif, les excuses et tout. Puis on réussit à faire la même chose, justement, au Royaume-Uni.
au Royaume-Uni, excusez-moi, Oui, moi y a je pas de- parle juste en anglais, désolé. Et justement, ils ont dévoilé ce monument-là et le roi Charles était là. Je pense que ça, c'est un message très, très fort du support qu'on a justement par la couronne. Puis, tu sais, c'est surprenant, là, parce que moi, j'ai été assez surprise, honnêtement. Je ne m'attendais pas de voir le roi là. Pour moi, ça a été très touchant. Puis, ça fait du bien de voir ça dans les temps qui courent en ce moment. Justement, j'allais pour t'amener là, parce que tu l'as dit, ça t'inquiète ce qui se passe présentement dans le monde, les reculs que l'on voit, notamment chez nos voisins états-uniens. Tellement, là, et puis pas juste états-uniens, même, tu sais, je veux dire, même en Alberta, là, on a de la misère, tu sais, si ça se rapproche de nous, moi, ça m'inquiète terriblement. Là, je me rends compte qu'on est en train de purger aux États-Unis. On a commencé avec les personnes trans, après ça va être les femmes. Alors, ça ouvre des portes à une discrimination, tu sais, qui est horrible. Puis on a l'impression de revenir en arrière. Alors, il faut être vraiment vigilant. Puis je pense que des messages comme celui du roi ou des messages qui vont être ici comme les investissements que le fédéral a décidé de faire pour les communautés, c'est des messages importants en ce moment. Puis aussi, il faut se rallier. Il faut se rallier tous ensemble, au-delà de nos adhérences politiques, au-delà de nos pays, au-delà de nos cultures. Je pense qu'il faut se rallier aujourd'hui pour réussir. Martine, je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire. Je sais que t'es maman, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu leur racontes au sujet de ce passé qui est très douloureux pour toi? Mais je pense que j'ai même pas besoin que je leur raconte. Tu sais, je veux dire, ils ont vu le film, ils m'ont suivi, ils sont même venus voir le premier ministre. Je veux dire, ces enfants-là, ils ont grandi justement dans ce discours-là. Le discours de l'inclusion, de l'égalité, de la diversité. Et je pense pas que ça les impressionne, mais en même temps, tu sais, ils ont 8 ans et 10 ans. Mm-hmm. J'ai plus hâte de voir quand ils vont avoir 15 16 ans, de voir qu'est-ce qu'ils vont vraiment en passer. Aujourd'hui, c'est difficile à définir, mais je peux te dire qu'ils sont très fiers de moi. Puis quand ils me voient en uniforme, ils sont très, très impressionnés. C'est important pour toi, l'uniforme, hein, Martine? Ben, quand tu l'as perdu pour un truc comme ton orientation sexuelle puis que tu étais tellement fier de le porter, c'est sûr que de remettre l'uniforme, c'est plus fort que tout. C'est ce que j'ai toujours voulu, pouvoir remettre l'uniforme. C'est juste un peu tard, alors je le fais comme honoraire, mais quand même, pour moi, c'est très réparateur. Et aussi, je veux passer un message. Tu sais, c'est ça, j'essaie de... Tu sais, au Québec, l'armée, parce qu'elle est canadienne, on est comme, tu sais, mais en même temps, on a besoin de l'armée, puis on a besoin des gens du Québec, de Montréal et tout ça, de se joindre ou de supporter les jeunes à se joindre aux Forces armées canadiennes. Il n'y a jamais eu un meilleur temps qu'en ce moment. Pour le faire. Puis moi, je suis très fière de pouvoir inspirer d'autres à le faire en nous portant l'uniforme. Ah, Martine Roy, c'est toujours un plaisir de te recevoir à cette émission. Martine Roy, présidente du Fonds Purge LGBT. Merci pour cet éclairage absolument important sur ce chapitre sombre de notre histoire. À très bientôt, Martine. Merci à toi beaucoup. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always, des nouvelles des États-Unis. Ah, on entend la voix de Donald Trump. Il vient d'essuyer tout un revers. Notre chère Chantal Nadeau qu'on rejoint en Illinois aujourd'hui. Chantal, un revers pour Donald Trump, le mariage gay qui ne sera pas remis en question. Oui, c'est une victoire. Tu m'entends bien, Denis Martin? Très bien, oui. OK. C'est une victoire qui est d'autant plus étonnante étant donné la composition de la Cour suprême américaine. Hein. Moi, j'aime bien présenter ça comme il y a 6 bourreaux à la solde du roi de paille, et puis il y a 3 juristes au service de la Constitution américaine. Alors, cette décision-là fait un peu... Chantal, tu m'as déculotté, je suis partie à rire, là. Ben, tant mieux. Et les gens ne voient pas que tu es déculotté. Donc, mais ce que je voulais aussi souligner, puis on en a parlé quelques fois, toi et moi, c'est que c'est non seulement une victoire politique, mais aussi économique. Et ça, j'insiste là-dessus.
Dans le fait, c'est que l'attaque de l'administration Trump contre le mariage gay est d'abord et avant tout motivée par des questions économiques. Il se sert d'arguments religieux et moraux pour atrophier la visibilité des communautés LGBTQ, plus dans l'espace public, pour les étouffer économiquement. Donc, cette décision-là, parce qu'on sait que le mariage, c'est aussi un contrat économique, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette décision-là, ou le refus de la Cour suprême de recevoir l'appel de Kim Davis, la greffière qui avait refusé il y a 10 ans d'entériner ou de délivrer, comme on dit en anglais, des contrats de mariage. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est que c'est la première victoire économique sous l'administration Trump pour les communautés LGBTQ. Parce que jusqu'ici, ça a été que des revers. On coupe les fonds pour ci, on coupe les fonds pour ça. Gna, gna, alors que, qu'est-ce qui arrive avec cette décision-là, c'est que ça sécurise justement les acquis pour celles qui sont mariées en termes de la rente des survivants, les assurances médicales et tout et tout. Alors, dans le contexte américain actuel où tout fout le camp, c'est quand même une décision qui est importante économiquement pour nos communautés. Rappelons quand même que c'était aussi une Cour suprême essentiellement conservatrice qui avait accordé, qui avait décidé que le mariage était légal aux États-Unis pour les conjoints de même sexe. Oui, ce qui est intéressant dans l'argument, Roberts, qui était le juge en chef à l'époque, c'était très clair que pour lui, ce qui avait étonné beaucoup de gens, c'est qu'il avait comme refusé d'embarquer dans tout le débat moral et puis sinful, le péché et tout ça. Il avait vraiment mis l'accent sur l'amour versus la question économique. Et je pense que ça a eu comme des résidus aujourd'hui qui servent bien la cause des groupes LGBTQ aux États-Unis. Parlons d'un autre sujet qui, lui aussi, s'est retrouvé devant les tribunaux, c'est cette fameuse notion du X sur les passeports. Là, par contre, la Cour suprême a frappé, mais peut-être pas du même côté qu'on aurait peut-être espéré. Non, je dirais que, bon, pour quelqu'un qui vit aux États-Unis sur une carte verte, qui traverse pas la frontière en ce moment, donc c'est une décision qui donne un pouvoir discrétionnaire démesuré aux agents de Homeland Security. Là, je peux pas le traduire en ce moment. Oui, le département de la sécurité là, du territoire américain, oui. Donc, mais en même temps, c'est tout à fait logique que cette décision-là s'inscrit dans l'agenda de l'administration actuelle d'exercer un contrôle accru sur ses propres citoyens, et notamment sur celles en position vulnérable. Alors, ce que ça fait, c'est que ça limite à l'intérieur même du territoire américain la mobilité. Dès la minute que les gens vont prendre l'avion, ils sont exposés à un contrôle indu et démesuré par rapport à leur identité de sexe et de genre. Oui, il y a le fameux X, puis il y a aussi, si tu t'identifies comme une femme, mais que tu es né homme, ça aussi, on va refuser. Il faut que ton passeport soit avec le genre assigné à la naissance. Oui, et ça, c'était une bataille. Je dirais que c'était une chose, puis là, je mets ça avec des bémols là, pour notre auditoire. Quand la décision a été prise d'allouer de permettre aux gens de mettre un X sur leur passeport, le problème, c'est que, et c'est ça qui est un précédent dans le contexte américain, c'est qu'on sait tous très bien, tout est tout très bien, que si on traverse la frontière, on s'en va en France, on s'en va en Europe, on s'en va en Turquie, le X, hein, on ne sait pas trop. Et cette décision-là, c'est que ça contrôle à l'interne. Ouais. Et c'est ça qui est différent. Et les gens sont étonnés. Mais c'est drôle, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui n'est pas américaine, qui vit aux États-Unis, qui a un regard autre sur la situation. C'était annoncé, Denis Martin. On le voyait venir. C'était annoncé qu'ils allaient faire ça. Mm. Et c'est d'une tristesse épouvantable. Tu sais, je veux dire, je regarde mes collègues, je regarde... puis je vois ça sur les réseaux sociaux, les gens sont
atterrés par cette décision-là parce que ça réduit vraiment la mobilité la mobilité et la visibilité, ça donne, on est déjà assigné un sexe ou un genre que les gens ont refusé en signant leur passeport ou Ouais. leur document officiel. Est-ce qu'on peut parler aussi de toutes ces politiques qu'on avait, c'est même à l'université où tu enseignes, il y a des choses maintenant qui ont été changées pour plaire à l'administration Trump. Ah oui, oui, là, il n'y a plus question de diversité, équité, Inclusion. égalité d'inclusion dans mon université. Le département a été changé. C'est un nom complètement débile qui veut rien dire. C'est une espèce de parapluie, si tu veux, par rapport à ça. Et comme je te disais, ça fait partie de ça. Et cette décision-là par rapport au passeport ne m'étonne pas parce que c'est exactement dans la façon dont l'administration Trump réfléchit. Et puis le projet 2025, qui est comme la colonne vertébrale de l'administration Trump. Il ne faut pas se leurrer. Alors tout ça, ça s'inscrit exactement dans cette logique-là de contrôler et d'atrophier finalement la visibilité des communautés LGBTQ aux États-Unis. Et ça te fâche. Un petit peu. Oui. Parce que tu es quand même professeur à l'université, puis c'est sûr que ça change beaucoup les choses pour toi, ça. Ben oui, c'est sûr, parce que je suis j'enseigne dans un département de Gender Studies, j'enseigne Queer Studies, Ouais. les études queer, les études de genre. Alors, et ça paraît même dans les inscriptions dans nos cours, quand on met des posters pour annoncer nos cours sur le campus, les posters se font arracher. Ça a vraiment commencé à l'automne, puis là, ouais, ça a commencé en septembre, puis là, ça s'amplifie, là. Donc, c'est assez inquiétant. Bon, là, on va parler des bonnes nouvelles. En Oui. début du mois de novembre, il y a eu des élections aux États-Unis, notamment la ville de New York qui a élu son premier maire issu de l'immigration, un jeune homme de 34 ans, qui est ouvertement musulman, très allié des causes queer. Je te laisse présenter M. Mandami. Ben, Mandami, c'est un cas, dans le sens que, puis là, je vais peut-être pas me faire des amis sur, sur notre émission, mais Mandami, c'est à la fois atypique et très typique du pedigree démocrate. Il vient d'une famille très libérale, très argentée, hein. Et sa mère, c'est Mira Nair, la féministe, la réalisatrice féministe. Et son père enseigne à Columbia en économie. Donc, il a grandi dans le Watt, hein, c'est pas si mal. Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui a réussi à mobiliser une couche de la population autour des enjeux économiques très pratiques, ce que le Parti démocrate n'a jamais réussi. Euh, donc, une des choses qui est ressortie de l'élection, c'est que 82% de l'électorat LGBTQ plus à New York a voté pour lui. Ce qui est quand même fascinant et remarquable. Mais il faut dire qu'il Euh, est un allié, et ça date pas juste des élections, il a toujours été allié des communautés queer. oui, oui, oui. Puis ça vient aussi de Maman Miraner, là. Tu sais, je veux dire, Miraner, c'est une féministe, c'est quelqu'un Donc, qui a le vraiment fils travaillé. Zoran va être aussi ouvert, là, on n'a pas le choix. Ben oui, oui. Et ça, c'est bien, puis ça fait du bien aussi, hein. Je veux dire, ça nous repose un peu. Alors, c'est sûr, mais une des choses où je veux m'insurger, je sais pas, il nous reste combien de temps, Ah, on a Denis du temps, Martin? on a du temps, on a 4 minutes. OK, fait que je peux m'énerver un petit peu, là. Oui. OK. Une des choses qui m'énerve avec la comparaison avec Mandani, que je trouve absolument, c'est rafraîchissant. Il y a une énergie qu'on n'a pas vue dans le Parti démocrate depuis je ne sais pas combien de temps. Je m'excuse, hein, tu sais, il fait pas en poulet. Euh, mais je refuse qu'on compare à Bernie Bernie Sanders. Sanders, oui. Et ça, ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Euh, je veux qu'on parle plus de son rapport avec les femmes de couleur comme Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, qui sont vraiment remarquables dans leur façon de pousser le Parti démocrate vers une gauche un peu plus déjantée que ce qu'on nous habitue ce que j'appelle la gauche caviar, qui fait partie de la royauté démocrate de Clinton à Obama, en passant par Newsom, le gouverneur de la Californie. Oui. Bon, je me calme. Je me calme.
Mais donc, il y a quand même un vent de changement parce que, si j'ai bien compris, presque toutes les élections qui ont eu lieu au début de novembre, Donald Trump les a perdues. Oui, et ce qui est intéressant, et j'espère que les démocrates vont prendre note de ça, c'est que les autres démocrates qui ont été élus, pratiquement tous des femmes, au niveau du spectre électoral et aussi de gauche à droite, ça bouge dans tous les sens, hein. Il y en a qui sont un peu plus centristes, d'autres un peu plus à gauche. Et et ça, je pense que c'est important. C'est que New York, c'est une bulle pour la communauté LGBTQ, hein. Mais quand tu bouges vers Saint-Louis, Missouri, il y a aussi une communauté LGBTQ, mais ils n'auront pas la même réponse que tu vas avoir à New York. Et je pense que les démocrates, s'ils veulent gagner du terrain, il faut qu'ils arrêtent de faire, tu sais, une grandeur pour tout le monde, là, ça ne marche pas. Ouais. Et je pense que c'est ça que ça a démontré. Ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est que des femmes démocrates qui ont été élues, euh, elles ont à l'intérieur du spectre démocrate, elles ont des allégeances différentes. Et ça, moi, je trouve ça remarquable. Et c'est la seule façon de gagner, pour être très honnête avec toi. Mais quand même, c'est un désaveu pour Donald Trump, puis ça augure très mal pour lui, pour les midterms qui s'en viennent l'année prochaine. Non, c'est sûr qu'il n'est pas content. En même temps, on a appris avec monsieur, hein, qu'il faut vraiment pas le sous-estimer, hein. Et je pense que les démocrates, ils sont sur une espèce de vague en ce moment. Et ce qui est, même ici à Chicago, avec tout ce qui se passe avec Midway Blitz, puis bon, les ICE qui ont débarqué dans la ville, c'est que ce que je trouve remarquable ici, dans mon comté ici, c'est deux représentants qui sont issus des communautés LGBTQ. Et ils sont très actifs par rapport à la mobilisation citoyenne. Et ça, je pense que c'est ce qui va nous aider beaucoup. Il faut juste pousser encore un peu plus. Dans une minute, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines aux États-Unis? Ben là, il y a des ententes qui sont apparemment, on veut enlever l'espèce on veut remettre les services gouvernementaux à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui divise beaucoup. Bon, moi, je fais partie de l'Illinois avec un gouverneur qui est très démocrate de gauche, si on veut, là, même s'il est milliardaire. Alors, ce qu'il faut surveiller, je pense, c'est vraiment de continuer à surfer sur la décision de la Cour suprême par rapport vis-à-vis le mariage gay. Et aussi s'opposer à toute tentative de réduire économiquement les minorités visibles aux États-Unis. Et ça, il faut vraiment... C'est ça qu'il faut surveiller. Puis, ils sont très actifs, hein. Je suis sûre qu'ils sont vraiment pas d'accord avec la décision aujourd'hui, alors ils vont bouger très, très, très vite. On va terminer là-dessus. Chantal Nadeau, professeure enseignante, professeure à l'Université de l'Illinois. Merci. Bye-bye. Au revoir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlantique, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Allô, Christophe Gérard. Je pense que je t'ai surpris aujourd'hui avec ça. Je le savais, mais je crois que je pourrais pas être prêt psychologiquement. Ça me fera toujours rire. Bon, vous savez tout le monde que ça s'appelle l'intelligence artificielle, puis des fois, ça nous sert à faire des petites blagues comme ça. On l'utilise à bon escient. Christophe Gérard, donc, on rejoint en France pour la chronique Transatlantique. Alors, bonjour, Christophe. Bonjour, Denis Martin. J'espère que tu vas bien. C'est un vrai plaisir d'être de retour avec toi sur l'émission. Donc, voilà. Alors, on commence par la France avec un index LGBTQIA+, pour les prochaines élections municipales 2026. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, en fait, c'est un outil qui va faire parler de lui, hein, parce à l'approche des élections municipales qui auront lieu au mois de mars 2026 ici en France. C'est un nouvel instrument qui a été lancé et qui s'appelle l'index de l'engagement LGBTI+. Et donc, un index qui va mesurer quoi concrètement?
En fait, il est issu d'un partenariat entre des associations et l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès, qui est un organisme indépendant qui analyse la situation politique ici en France. Et l'objectif est simple, c'est évaluer très précisément comment les principales listes candidates dans les grandes villes françaises vont s'emparer des enjeux d'égalité et d'inclusion. Parce que tu le sais, hein, les droits LGBTQIA+, peinent encore trop souvent à se glisser dans les programmes locaux. Et c'est important de le rappeler parce qu'en France, hein, les villes ont des vrais leviers d'action. Oui, les communes peuvent faire énormément par rapport notamment au soutien aux associations, à l'accompagnement des agents municipaux dans l'accueil des personnes LGBTQIA+, la prévention des violences également, l'aménagement d'espaces publics plus sûrs. C'est ça qui va être évalué à travers cet index. Et ça se passe dans un contexte alarmant, hein, puisque les actes anti-LGBTQIA+, ont augmenté de 5% en 2024, après une progression moyenne de 15% par an entre 2016 et 2023. Donc la volonté politique locale est absolument déterminante. Maintenant, comment ça va fonctionner concrètement là, sur le terrain? En fait, cet index va analyser les programmes, les prises de position publiques et la communication numérique des candidats et des candidates. Tout sera complété par un questionnaire thématique très poussé qui portera sur la vision et la reconnaissance des réalités locales des têtes de liste. C'est une étude très sérieuse qui couvrira toutes les grandes villes françaises de Paris à Marseille. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette méthodologie? Ou qui est derrière, je devrais dire, cette méthodologie? Oui, c'est un comité d'expertes et d'experts de haut vol, issus de la recherche du journalisme, du monde associatif, des personnes comme Janine Mossu-Lavaux, qui est politologue et sociologue, ou encore Flora Bolter, qui est la co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Ils assurent la rigueur et l'indépendance de la démarche, et les résultats seront publiés en février 2026, juste avant le premier tour des élections. Donc, on parle d'un outil essentiel pour nous, fait pour vous, les électeurs français, parce que je ne m'inclus pas là-dedans, pour y voir clair, c'est génial. On va maintenant aller de la politique locale à la politique nationale, un vent d'espoir qui souffle aux Pays-Bas. Parle-nous de ça. Oui, en fait, c'est une nouvelle, on peut dire, formidable, hein, parce qu'aux Pays-Bas, le parti centriste D66 a remporté les législatifs le 29 octobre dernier, et cela ouvre la voie à Rob Rietten, qui est un jeune homme de 38 ans, pour devenir le prochain Premier ministre. Et un chef de gouvernement ouvertement gay, quand même. Exactement, hein. Robert Rietten, qui a mené une campagne très axée sur les solutions et l'unité, pourrait devenir le plus jeune Premier ministre du pays et le premier à assumer ouvertement son homosexualité à ce poste, quelque chose que nous on connaissait en France avec Gabriel Attal il y a quelques mois, même s'il n'est pas resté au gouvernement très longtemps finalement. C'est un signal politique très fort en Europe. C'est aussi, je pense, une victoire du centre face au populisme. Tout à fait, hein, le parti D66 a devancé de peu le parti pour la liberté qu'on appelle PVV, c'est un parti d'extrême droite, hein, qui est dirigé par Geert Wilders. Rietten a d'ailleurs déclaré: les électeurs ont choisi une politique tournée vers les solutions, pas vers les divisions. C'est un vrai mouvement de recentrage après des années de tensions identitaires et une sorte de lassitude face au discours de rejet aux Pays-Bas. Et même si les Pays-Bas sont pionniers, hein, sur les droits comme le mariage pour tous et... En fait, c'est une image puissante. Oui, en fait, c'est une continuité symbolique essentielle, hein, dans un pays où, on le sait, les violences LGBT-phobes persistent malgré tout. Voir un homme ouvertement gay à la tête du gouvernement, ça incarne la liberté individuelle au plus haut niveau du pouvoir. Et dans un contexte européen où les droits reculent dans certains États, on peut parler de la Hongrie, de la Pologne également, ou de l'Italie. Cette élection rappelle qu'une démocratie peut choisir la modération et l'ouverture, ce qui est important chez nous. Donc, un souffle d'air frais, ça fait du bien. On va revenir à Paris parce que pour un événement, je pense qu'on peut dire d'une grande importance, la capitale française va accueillir la Global Black Pride 2026. Avec l'accent, je pense que j'aurais pas le même que toi. Une première historique, hein, oui, une étape majeure pour la visibilité et la lutte contre les discriminations qui frappent les personnes noires LGBTQIA+. Après Atlanta en 2024, Paris prend le relais, hein, puisque l'annonce a été faite officiellement. Le 17 octobre, elle accueillera cet événement en 2026. Ça a été fait à la mairie de Paris le 17 octobre. Donc, quand ça se passe, quand ça va se passer, et c'est quoi le programme?
Ça va se dérouler du 9 au 13 septembre 2026 avec 5 jours de célébration de culture et de militantisme, avec un programme à la fois dense. Sur ces 5 jours, on aura notamment la Global Black Queer Assembly. Tu as vu, l'accent n'est pas le même que le tien, avec un thème Power, Culture et Innovation. On aura également la Black Excellence France Rally et un gala de remise de prix qui s'appelle le Black Excellence Award Gala pour célébrer des talents. Bon, maintenant, c'est une immense fierté, un fort engagement associatif là, qui est derrière tout ça. Tout à fait. Ricky Nathanson, qui est la vice-présidente de l'organisation, a parlé d'un retour aux sources pour le mouvement et une façon de réécrire l'histoire en Europe francophone. Le message est clair, a affirmé que la joie noire, queer et révolutionnaire et on le sait, ça a été annoncé, des associations françaises majeures comme Arc Essentiel et Stop Homophobie se sont déclarées partenaires de l'événement, insistant sur le fait que être visible, c'est aussi être protégé. Donc c'est une dynamique mondiale de reconnaissance des luttes intersectionnelles. Bon, c'est un événement qu'on va suivre de très près. Et pour finir, le Conseil de l'Europe fait une avancée pour les droits des personnes intersexes. Tout à fait, une excellente nouvelle qui concerne les droits humains au niveau européen, puisque le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité le 7 octobre 2025 une recommandation historique pour protéger les droits des personnes intersexes. Et c'est un premier cadre officiel, c'est ça? Tout à fait, c'est le premier cadre officiel européen sur la question. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour le Canada et le Québec en ce qui concerne les questions des personnes intersexes. Ici, en Europe, c'est très, très peu médiatisé. En tout cas, on en parle très peu. Et donc, cette recommandation, elle établit des normes claires pour les États membres pour combler en fait les lacunes légales. Elle aborde notamment un thème qui pour moi est essentiel, à savoir l'interdiction des interventions médicales non consenties, visant notamment à normaliser les caractéristiques sexuelles des enfants intersexes. Pour qu'on comprenne bien, Christophe, je pense que je vais te demander d'expliciter ça, c'est que quand un enfant vient au monde et qu'on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair quel est le sexe, quel est le sexe assigné à la naissance, on choisit pour cet enfant-là. Tout à fait, c'est le corps médical qui va faire ce choix en parlant bien sûr aux parents, mais qui va déterminer le genre attribué à la naissance avant même de savoir comment se situe l'enfant dans son parcours par rapport à son genre, ce qui pose des graves problèmes par la suite. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le choix du genre chez les mineurs, c'est quelque chose qu'on remet en question de façon assez globale pour les personnes transgenres, alors que là, on choisit clairement à la place des personnes. Oui, c'est assez inquiétant parce qu'effectivement, de plus en plus, on remet en question les décisions parfois que prennent les jeunes personnes trans. Et là, on leur dit non, tu peux pas déterminer ça avant ton adolescence, mais on choisit pour elles lorsque ces personnes-là sont intersexes, quand même. Tout à fait. Alors là, ça, c'est vraiment le point critique pour beaucoup d'activistes, hein? Tout à fait, en fait. Et cette recommandation, elle est aussi accès à la justice, aux soins de santé, à la protection contre la discrimination et les discours de haine. C'est une avancée majeure pour la reconnaissance de la dignité des droits humains des personnes intersexes en Europe. Le texte a été officiellement lancé fin octobre à Strasbourg. Et au travers de toute cette actualité, j'ai essayé de trouver une actualité plutôt feel good. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un patchwork d'avancées, de rappel que le militantisme est toujours vital. On le sait, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et que c'est en allant aux urnes, en étant visible et en portant les droits de tous, qu'on fait bouger les lignes. On a un petit peu de temps encore. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois, la fête de la prochaine année en Europe? Plein de choses. Je t'entendais parler tout à l'heure de ce qui se passe, de l'inauguration du mémorial en Angleterre. Il y a des avancées aussi importantes au niveau religieux, puisque en Irlande et en Norvège, les autorités religieuses se sont excusées pour le traitement des personnes de la communauté LGBTQIA+. Donc, c'est des choses qui bougent. On a des élections, on le sait. Tout le temps. Il y a toujours des élections en France.
En France et en Europe. Et il y a beaucoup de choses à surveiller, notamment il y a un revers aussi, parce qu'il y a pas mal de pays qui étaient proches de Poutine, qui finalement ont pris des décisions au niveau des élections pour se rapprocher plus du pôle européen que Poutine et de par Poutine, de Trump également. Ouais. Donc il y a des choses qui sont quand même plutôt positives. Oui, parce que le Vladimir Poutine et la Russie, c'est quand même un pays qui est assez virulent vis-à-vis des communautés queer. Tout à fait, et qui a tendance à faire un peu d'ingérence régulièrement dans les élections qui ont lieu chez nous en Europe. Ah, et même ici, en Amérique du Nord et au Canada. Rapidement, Christophe, est-ce qu'il y a un petit feel-good, une petite nouvelle culturelle qui te fait vibrer ces jours-ci? Ouais, j'ai appris, alors ça va être présenté le 22 novembre, il y a un film, alors j'ai pas lu le titre en tête, sur un personnage important de la communauté queer en Europe, c'est Jimmy Somerville, qui est une personnalité pop qui a fait beaucoup pour la musique, mais qui est très engagé aussi pour la communauté queer. Et il y a un documentaire qui est présenté dans le cadre du festival Chéri Chéri, ici à Paris. Wow, ben on a hâte de voir ça. Ça va certainement venir ici au Canada aussi. Christophe Gérard, donc on a rejoint en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir. À bientôt, Denis Martin. À très bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En France, ça s'appelle Drag Race France. L'émission est diffusée à la télévision publique. Elle est animée par Nikki Doll, qu'on connaît bien au Canada, qui a elle-même participé à l'émission très populaire états-unienne RuPaul Drag Race. La gagnante de la première saison ici en France s'appelle Paloma, un artiste fascinant à l'image de sa drag queen, et la personne sous la perruque, je vous le présente, s'appelle Hugo Barbet. Allô Hugo. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir, je suis ravi. Alors, j'ai toujours cette question que je pose à mes invités pour la première fois. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? En Hugo, c'est il, lui. Voilà. Et en Paloma, ça serait elle? Je laisse les gens choisir. C'est vraiment Paloma à tous les genres. Justement, j'aimerais savoir d'où vient ce nom, Paloma? Au départ, c'était pas vraiment... j'avais pas de plan de carrière. Je pensais pas que j'allais faire du drag toute ma vie. Donc c'était un one-shot pour un film. Ah bon? J'avais écrit un court-métrage avant même de devenir drag queen vraiment. Et j'avais écrit le personnage de Paloma parce que j'adore Paloma Picasso, la fille du peintre. Ouais. Et j'aime les femmes des années 80, les femmes fortes, un peu businesswoman. Et j'adore Pedro Almodovar, le cinéma espagnol. Et je me suis dit, Paloma, c'est pas mal, c'est une femme forte. Voilà. Et puis, en fait, le film a eu plein de prix ici en France. Donc, j'étais coincé après, je pouvais plus changer. Alors, c'est comme ça qu'est arrivée cette aventure avec l'art de la drague. Oui, en fait, j'avais écrit le film et puis le film a mis peut-être 2 ou 3 ans avant de se tourner parce qu'il faut demander de l'argent, des subventions. Oh, c'est toujours compliqué ça. Très compliqué. Ouais. Et je me suis dit autant utiliser ce temps pour faire du drag et pour devenir la meilleure drag queen possible, pour être la meilleure drag queen possible dans le film. Et en fait, je me suis mis à faire du drag. Et quand j'ai tourné le film 2 ans après, pendant le confinement, j'étais déjà bien implanté dans le milieu drag. Ah bon? Alors, justement, allons-y sur parce qu'on va revenir à ta carrière de cinéaste, mais allons-y avec Paloma, qui était donc très implantée. Arrive Drag Race France. Oui. Comment ça s'est fait tout ça? Comment ça s'est fait? Je faisais partie d'une troupe. Le drag en France, il est quand même assez jeune. Enfin, il y a toujours eu du drag, mais c'est pas un art qui était aussi populaire qu'aux États-Unis ou en Espagne, par exemple, ou en Angleterre. Donc, on était une toute petite scène drag. Et il y avait quelques troupes qui étaient emblématiques, dont une troupe qui s'appelle King Chef and Drag Queen, qui est une troupe qui réunit des drag queens et des chefs cuisiniers étoilés. Et en fait, le concept des soirées qui avait été créé par Philippe Quintin-Stern, c'était des soirées un peu, pas Gotha, mais un peu chic, ouais. Où des chefs étoilés cuisinent. Le public paie pour voir, c'est du dîner-spectacle, hein, il payait pour voir le spectacle et pour manger un repas gastronomique ou bistronomique. Et je faisais partie de cette troupe avec La Grande Dame, Camille, Cookie Canty, Keyona, beaucoup de queens que vous avez pu voir dans Drag Race après, voilà. Ouais.
Et je crois que j'ai été repéré à ce moment-là. Et puis, j'ai passé l'audition comme tout le monde. Mais vraiment en me disant non, je ne serai jamais pris. Il y a des gens beaucoup plus emblématiques et plus légitimes que moi en France, et à Paris en tout cas. Et voilà. Mais le destin t'a fait mentir. M'a fait mentir, oui. Voilà. Quand on parle de Drag Race France, et en fait, on peut aussi parler de Drag Race Belgique, parce que c'est une collègue, une compatriote canadienne, bien sûr, Rita Baga, qui anime. Mais quand on parle de ces deux éditions, et même d'autres éditions, et qu'on compare avec l'édition américaine, on dit que ces éditions sont plus bienveillantes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense parce que en France, on n'a pas, en Belgique aussi, je crois, hein, on n'a pas cette culture du trash TV. Ouais. On a de la télé-réalité, bien sûr, mais on a quand même le CSA en France qui fait très attention à ce qui se passe à la télévision. On va pas voir des gens se jeter des verres d'eau à la figure ou s'insulter à la télévision. Et je pense que les États-Unis ont plus ce truc de chercher absolument à faire forcément de la trash TV, mais à faire de la télé qui est un peu plus, qui fait du buzz. Ouais. Et moi, j'avais très peur de ça. Je me suis dit, mais je suis comédien, je suis réalisateur. Le cinéma et la télévision, ça fait pas forcément bon ménage en France. Quand tu fais de la télévision, tu fais de la télévision, tu fais pas du cinéma. Il y a un petit peu ce truc un peu snob. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était le service public, parce que c'est la télé nationale en France, il y a quand même une mission pédagogique éducative. Et puis surtout, c'est la chaîne qui représente la France. Donc je savais que ça allait être un programme qui allait quand même être de bon goût. Mais la sororité qu'il y avait dans l'émission, ça, je pense qu'elle est très liée au fait que on était la première saison et qu'on avait envie aussi de montrer la meilleure image possible du drag, qui a souvent la réputation, auprès des gens qui ne connaissent pas le milieu du drag. Le drag peut avoir cette réputation de milieu un peu bitchy, oui, où on se dit des horreurs, où on est vulgaire. Et je pense qu'on avait très envie de montrer que le drag, c'est avant tout de l'art. Mais c'est de l'art, c'est de l'art, c'est reconnu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact que cette télé-réalité, que cette émission a eu sur ta carrière? Ça a tout changé pour moi. Moi, je suis comédien et j'ai beaucoup galéré quand même dans ma vie. J'étais obligé de faire beaucoup de choses différentes pour vivre. J'ai toujours fait de la mise en scène, j'ai toujours joué, mais j'étais obligé de travailler comme costumier, comme perruquier. Donc en fait, je savais exactement faire tout ce qu'il fallait faire pour faire du drag. Simplement, je le faisais au cinéma ou au théâtre, et tout d'un coup, je me suis mis à le faire pour moi, en créant un personnage. Et c'était une évidence, ça a été très fluide. Donc ça a tout changé, parce que maintenant, déjà, j'ai gagné la saison 1, et la presse en France a énormément réagi à cette saison. Donc j'ai été invité partout, j'ai eu énormément d'opportunités. Et aujourd'hui, je fais tout ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais maintenant, j'ai la liberté de pouvoir le faire en Paloma ou en Hugo. Et ça, c'est quand même assez magique. Et quels sont les projets marquants là, depuis cette victoire? Depuis que j'ai gagné, oh là là, j'ai du mal à faire la liste tellement j'ai fait de trucs. J'ai tourné dans Daryl Dixon, Walking Dead. Ouais. J'ai eu mon spectacle Paloma au pluriel qui a été en tournée pendant 2 ans. J'ai été chroniqueur sur l'émission Quotidien de Yann Barthès. J'ai fait plusieurs singles, dont un avec Rebecca Warrior. J'ai tourné dans des films. J'ai fait j'ai fait Bercy avec Clara Luciani. Donc ça a éclaté, quoi. Ah ouais, ça a éclaté. Et puis là, les opportunités que j'ai aujourd'hui, elles sont incroyables. Enfin, de faire des films, voilà, c'est fou. Est-ce qu'il y a eu quand même des effets négatifs? Oui. Quels sont ces effets? Déjà, je tiens quand même à dire que moi, quand j'ai gagné, j'avais 31 ans. Donc, j'étais pas un petit bébé de 18 ans, un peu influençable, ou qui aurait pu être, brisé par la pression. J'avais quand même la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Donc, je savais qu'il fallait travailler très dur pour que ça dure, et puis que tout ça n'était que de la télévision, qu'il fallait aussi faire des projets concrets derrière. Mais j'avais pas forcément anticipé la pression de la communauté, parce que quand j'ai gagné, j'ai tout de suite, je me suis politisé beaucoup, j'ai beaucoup parlé,
Et j'ai beaucoup pris de risques dans mes prises de parole pour la communauté. Est-ce que c'est une obligation de prendre position quand on est une personne connue ou quand on devient une personne... Bah non, malheureusement, ça ne l'est pas. Mais moi, j'ai eu conscience quand même qu'en France, je sais qu'au Canada, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une ouverture d'esprit et puis les choses sont beaucoup plus libérales depuis longtemps, mais... Pardon, c'est pas le mot que je voulais dire, excuse-moi. D'accord. Je sais que vous êtes très en avance sur toutes ces questions-là au Canada. Nous, en France, on a pris du retard sur toutes ces questions-là et on a un manque de représentation. Moi, j'ai grandi dans les années 90, il n'y avait personne d'officiellement queer à la télévision. Tout était caché. Ou alors, les quelques personnes queer, elles étaient là pour faire rire malgré elles. Donc moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai une couronne, j'ai tous les micros de France qui sont devant moi pour parler. Je vais essayer de combler un manque. Et puis surtout, j'ai la chance folle d'être médiatisé aujourd'hui et de pouvoir faire plein de choses pour ma carrière. Il faut que je rende un peu à la communauté. Donc j'ai beaucoup pris la parole, j'ai essayé d'être exemplaire. Et puis il y a un moment où la pureté militante, elle est difficile à atteindre. Ouais. Et puis je suis pas invincible, je connais pas tout, je peux pas m'exprimer sur tout. Et je pense que je me suis mis beaucoup de pression avec ça. Et puis même personnellement, je me suis beaucoup oublié. Je vivais une histoire d'amour à ce moment en même temps et j'étais très concentré sur ma victoire. J'ai fait 2 burn-out, c'était quand même très intense tout ça. Quand on parle de la pureté, est-ce que tu as subi des critiques? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu les critiques. Alors, il s'est passé 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a eu la période où je travaillais sur Quotidien. Mm-hmm. Donc là, je n'étais plus dans un programme queer qui n'était dédié au drag. Drag Race était diffusé à 23h. Donc les gens, pour nous regarder, les gens qui nous regardaient avaient envie de nous regarder. Ils ne pouvaient pas tomber comme ça par hasard sur nous. Donc on était protégés. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé sur Quotidien à 21h, je me suis retrouvé face à des gens qui n'avaient pas envie de me voir, forcément. Et donc, je me suis pris énormément de haine sur les réseaux sociaux. C'est brutal et c'est violent, ça, ouais. Très violent. J'ai pas forcément été très protégé non plus. Et puis, je l'ai pris personnellement parce que je pense que j'étais aussi pas forcément très satisfait de ce que je faisais dans l'émission. Donc, j'avais un espèce de mélange entre est-ce que c'est moi qui suis pas bien ou est-ce que c'est juste la France qui est homophobe. Et puis, donc ça a été dur. Ça a été le premier choc. Juste pour que les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'émission Le Quotidien, c'est un espèce de journal télé de discussion qui est sur une chaîne qui s'appelle TMC, si je comprends. C'est exactement, et il y a quand même un côté un gros auditoire aussi. Hein? Très, très gros auditoire, et puis il y a toujours des petites pastilles humoristiques. Il y a beaucoup d'humoristes en France qui ont commencé leur carrière là-bas, comme à CNL aux États-Unis, par exemple, c'est un peu le même principe. Et moi, ça a été énorme pour moi, ça a été un tremplin génial et j'ai préparé mon spectacle là-bas. Enfin, j'ai adoré le faire, mais c'était vraiment très dur. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'humoristes qui passent dans cette émission parce que on est jeté en pâture au public et on peut se prendre beaucoup de violence. Donc il y a eu ça et puis il y a eu les Jeux Olympiques aussi, ça a été quelque chose. Oui, parlons-en des Jeux Olympiques, parce qu'il y avait cette scène avec le chanteur dont le nom m'échappe. Oui, merci. Et qui a été très critiqué, même de l'autre côté de l'Atlantique aussi, on a eu des échos. J'ai eu des critiques qui venaient du fin fond du Brésil, de partout dans le monde. Ouais. Et pourtant, c'était une scène de bacchanal, c'était pas une reprise de la dernière scène que les gens ont complètement en fait, c'était mêlé. Ils ont tout mélangé, c'est-à-dire qu'on parle des Jeux Olympiques, c'est la Grèce, c'est le mont Olympe. Enfin, on parle de Jeux Olympiques, donc on était, nous, des divinités sur le mont Olympe. Après, que les gens y voient la scène, je comprends, on est autour d'une table. Mais moi, ce qui me fait rire et que je trouve complètement hypocrite, c'est que même si on avait voulu refaire la scène, on serait pas les premiers. Je veux dire, dans la pop culture, tout le monde l'a fait. Toutes les grandes chanteuses l'ont fait, les peintres l'ont fait, la scène a été détournée des milliards de fois, même par les Simpsons. Personne s'offusque dans ces cas-là. Mais là, ce qui dérange, c'est quand même
que c'est des personnes trans, des drag queens, des personnes noires. Et c'est surtout révélateur d'un manque d'ouverture d'esprit. Et puis, comme j'aime à le rappeler, Léonard de Vinci, qui a peint la scène, n'a pas peint un tableau officiel pour le Vatican. C'est déjà une réécriture d'une scène biblique par un peintre homosexuel qui prend des libertés, notamment en peignant Marie-Madeleine dans la scène, alors qu'elle n'y est pas. Donc bon, tout ça est un débat qui, moi, m'amuse et me fait sourire, mais qui a été extrêmement violent parce qu'on s'est pris Là, on est passé au stade des menaces de mort. Oui, tout à fait, tout à fait. Hugo Barbin, la personne sous la perruque, j'aime bien dire ça, de Paloma. Merci beaucoup. Mais c'est moi, merci infiniment. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et oui, on vous rappelle de nous écrire. Vous avez des suggestions, des sujets de reportages, d'entrevues que vous voulez partager avec nous. N'hésitez pas à nous contacter donc à l'heure heureciel@gmail.com ou vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux DM Chabot Auteur. Vous allez me trouver, c'est certain. Merci infiniment à toute la belle équipe qui travaille avec nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci beaucoup à Mathieu Tessier à la régie et un grand merci à toute l'équipe de Canal M, à commencer par notre directeur d'antenne Philippe Lapointe, notre chef de diffusion Jean-Sébastien Laliberté et notre directrice générale Marjorie Théodore. À la semaine prochaine!